Bonjour à tous nos abonnés. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire effroyable où secrets et meurtres s'entremêlent dans un tourbillon de tromperie et de jalousie. C'est l'histoire d'une personne prête à tout, même à tuer, pour que ses secrets restent enterrés à jamais. Nous nous rendons donc à Holland, une petite ville du Michigan, riche en héritage et culture néerlandaise, où l'apparente tranquillité cachait en réalité une sombre tragédie. Préparez-vous à découvrir les dessous de cette affaire, où le désir de dissimuler la vérité a conduit à l'impensable. Mary Gale est née le 25 avril 1965 dans la ville paisible de Holland au Michigan. Elle a grandi dans une famille aimante, entourée de ses frères et sœurs avec qui elle partageait un lien très fort. Dès son plus jeune âge, Mary se distinguait par son intelligence remarquable et une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Toujours avide de connaissances, elle posait sans cesse des questions sur la nature, les animaux et les étoiles. Elle passait des heures plongée dans des livres sur les plantes, les écosystèmes et l'univers, développant ainsi une passion profonde pour les sciences naturelles. Mary était particulièrement proche de sa mère, Dorothea, qui n'était pas seulement une figure maternelle, mais aussi une véritable source d'inspiration et une confidente précieuse. Dorothea, passionnée par l'environnement, emmenait souvent Mary dans ses expéditions sur le terrain, partageant avec elle sa passion pour la nature. Ces moments passés ensemble ont nourri l'amour de Mary pour la faune et la flore. Ensemble, elles observaient les oiseaux, cataloguaient des plantes rares et parcouraient les bois, tout en discutant des mystères de la vie et de la nature. Pour Mary, ces instants partagés avec sa mère étaient non seulement des occasions d'apprendre, mais aussi des trésors d'émotions et de souvenirs précieux, gravés à jamais dans son cœur. À l'école, Mary se distinguait par ses résultats exceptionnels et son aptitude naturelle pour les sciences. Toujours en avance sur ses camarades, elle n'hésitait jamais à partager ses connaissances, offrant son aide avec une grande générosité. Elle s'illustrait également dans les activités sportives de l'école, démontrant ainsi une polyvalence qui impressionnait autant ses professeurs que ses camarades. Malgré ses nombreuses activités intellectuelles et sportives, Mary restait une jeune fille simple, profondément connectée à sa famille et à ses valeurs. Après l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires, Mary a choisi de se lancer dans le monde professionnel avant de poursuivre son cursus universitaire, souhaitant acquérir son indépendance. C'est à l'âge de 19 ans, sur son lieu de travail, qu'elle a croisé la route de Rick Brink, un jeune homme de 22 ans. Dès leur première rencontre, Rick a été immédiatement charmé par Mary. Convaincu d'avoir trouvé la femme de sa vie, il n'a pas tardé à confier à sa mère, Ida, qu'il venait de rencontrer celle avec qui il allait se marier. Cette rencontre allait marquer le début d'une nouvelle étape dans la vie de Mary, une étape teintée d'espoir et d'innocence. Mary venait d'une famille modeste mais heureuse, où elle était l'une des 8 enfants. Cette dynamique familiale avait forgé en elle un esprit d'ambition et de détermination. Elle savait exactement ce qu'elle voulait dans la vie et ne laissait rien se mettre en travers de son chemin. Quand Mary a rencontré Rick, elle a ressenti que c'était le destin qui les avait réunis. Rick, tout aussi déterminé et ambitieux qu'elle, a immédiatement plu à Mary. Ensemble, ils formaient un couple solide, partageant la même vision d'un avenir prometteur. Ils étaient prêts à tout pour construire la vie qu'ils désiraient, main dans la main. Le couple vivait des moments romantiques, en multipliant les sorties. Chaque week-end, ils se promenaient main dans la main dans les parcs, savourant la simplicité de ces instants partagés, et il ne manquait jamais une occasion d'aller au cinéma, profitant de chaque moment passé ensemble. Leur complicité grandissait de jour en jour, et très vite, ils sont devenus inséparables, incapables de se quitter. Mary, sentant leur amour se renforcer, a pris la décision de franchir une étape cruciale dans leur relation. Elle a emménagé chez Rick. Cette décision, bien qu'importante, semblait naturelle pour eux, tant leur connexion était évidente. Leur quotidien se remplissait alors de rires, de projets communs et d'une vie de couple qui, à ce moment-là, semblait parfaite. Leur amour continuait de grandir à un rythme effréné, les rapprochant davantage chaque jour. Finalement, le 25 avril 1986, ils ont scellé leur union par le mariage, marquant cet engagement d'une date symbolique, juste un jour après que Mary ait fêté son 21e anniversaire. Pour eux, ce mariage représentait bien plus qu'un simple contrat.
Il était le symbole d'un nouveau départ, le début d'un chapitre rempli de promesses et d'espoir. En se tenant devant leurs proches, main dans la main, Marie et Rick avaient l'impression de marcher vers un avenir radieux, construit sur l'amour, la confiance et les rêves qu'ils partageaient. Ils se lançaient ensemble dans cette aventure, prêts à affronter les défis de la vie à deux, avec l'optimisme et la détermination qui les avaient toujours caractérisés. Ce jour-là, tout semblait possible pour le jeune couple, et leur bonheur paraissait sans limite, alors qu'ils se projetaient dans un futur qu'ils espéraient aussi beau que leur amour. Après leur retour de lune de miel, le couple prévoyait d'acheter une maison pour entamer leur nouvelle vie ensemble. Leur recherche les a conduits à une charmante maison de style ranch, entourée de 20 acres de terrain en périphérie de la ville. Ce cadre tranquille et retiré semblait idéal pour les jeunes mariés, qui cherchaient à s'éloigner du tumulte urbain pour construire leur cocon. Rick, avec sa détermination habituelle, a su négocier un excellent prix pour la propriété à la banque, parvenant à l'acheter à un coût avantageux. Cependant, la maison nécessitait des rénovations importantes pour devenir le foyer dont il rêvait. Heureusement, Rick possédait une solide expérience en charpenterie, ayant été formé comme apprenti chez un charpentier. Ses compétences se sont avérées inestimables lorsqu'il a fallu entreprendre les réparations et les rénovations. Avec patience et savoir-faire, Rick s'est attelé à transformer leur nouvelle maison en un lieu chaleureux et accueillant. Chaque coup de marteau rapprochait un peu plus le couple de leurs rêves communs. Ensemble, ils voyaient cette maison évoluer, reflétant peu à peu leur vision d'une vie harmonieuse et heureuse. Marie et Rick ont emménagé dans leur nouvelle maison en 1987, enthousiastes à l'idée de débuter cette nouvelle étape de leur vie. Le mariage, l'achat de la maison et les réussites professionnelles représentaient pour eux la concrétisation de leurs rêves. Ils formaient enfin une famille, et il leur semblait que le moment était venu de penser à agrandir leur foyer en ayant un enfant. Cependant, malgré leurs espoirs et leurs projets, le destin n'était pas de leur côté. Le 21 novembre 1987, Rick et Marie ont assisté au mariage d'un des amis d'école de Rick. Ce jour-là, ils se sont amusés, profitant de la fête et de la compagnie de leurs amis, partageant rires et discussions dans une ambiance joyeuse. C'était une journée ordinaire, remplie de moments de bonheur, mais sans qu'ils le sachent, ce serait aussi la dernière fois que leurs amis les verraient vivants. Le 23 novembre, une inquiétude a commencé à se répandre. Ni Rick ni Marie ne s'étaient présentés à leur travail. Pour ceux qui les connaissaient, cette absence était plus qu'inquiétante. Rick et Marie étaient des employés modèles, responsables et respectueux de leurs engagements. Ils ne manquaient jamais le travail et respectaient toujours la discipline. Cette absence inexpliquée a immédiatement suscité des interrogations, marquant le début d'un mystère sombre et alarmant. Les appels sont restés sans réponse et l'inquiétude a rapidement grandi, laissant planer une ombre inquiétante sur ce couple jusque-là si apprécié et respecté. Les parents de Rick ont été surpris lorsqu'ils ont reçu un appel de l'employeur de leur fils ce jour-là, signalant son absence inhabituelle au travail. Inquiets, ils se sont immédiatement rendus à la maison du couple pour voir ce qui se passait. En arrivant, ils ont remarqué que le véhicule tout-terrain de Rick et Marie était toujours garé dans l'allée, mais rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. À l'intérieur du véhicule, ils ont trouvé Rick allongé sur le siège avant, une blessure par balle à la tête. Le choc et l'horreur les ont submergés. Sans perdre un instant, ils ont appelé la police. Les agents sont rapidement arrivés sur les lieux et ont sécurisé la scène, débutant une enquête qui allait révéler une tragédie encore plus profonde. En inspectant l'intérieur de la maison, les policiers ont fait une découverte macabre. Marie gisait sur le lit conjugal, le visage recouvert d'un oreiller imbibé de sang. Lorsqu'ils ont retiré l'oreiller, ils ont constaté que Marie avait été abattue de 3 balles. Le couple avait été froidement et cruellement assassiné, abattu sans pitié par quelqu'un. À ce moment-là, Rick et Marie étaient mariés depuis seulement 18 mois, et leur vie commune avait brutalement pris fin dans une violence inimaginable. Lors de l'inspection minutieuse de la scène du crime, les enquêteurs ont constaté que rien dans la maison n'avait été touché. Aucune trace de lutte, aucun signe d'effraction. Tout semblait étrangement en ordre, comme si le coupable avait soigneusement veillé à ne laisser aucune trace de son passage. Cette absence de perturbation ne faisait qu'ajouter au mystère et à l'horreur de la situation,
plongeant la famille et la communauté dans une profonde incompréhension et un deuil accablant. Le crime est rapidement devenu un mystère complexe et déconcertant pour les enquêteurs. Au départ, la police a envisagé la possibilité que Rick ait pu tirer sur Mary avant de sortir et de se suicider dans la voiture. Cependant, cette théorie a été rapidement écartée après que les corps ont été déplacés et examinés. Aucune arme n'a été trouvée ni dans la maison ni à proximité. Cette découverte a plongé les enquêteurs dans une confusion encore plus grande. En cherchant d'autres pistes, les policiers ont évoqué l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais une inspection minutieuse de la scène du crime a révélé que toutes les affaires du couple étaient en place. L'argent était resté intact, aucun signe d'effraction ou de lutte n'était visible, rien n'était cassé. Mary et Rick portaient toujours leurs bijoux, et la maison était en ordre, presque trop propre, ce qui laissait peu de pistes tangibles à suivre. Les enquêteurs ont découvert que le meurtrier avait utilisé un revolver de calibre 22, mais aucune arme de ce type n'a été retrouvée sur les lieux et les douilles des balles extraites des corps étaient également introuvables. En examinant les empreintes digitales relevées dans la maison, les enquêteurs ont trouvé 4 empreintes appartenant au couple, tandis que 2 autres restaient d'origine inconnue. Une empreinte digitale a été repérée sur le siège des toilettes et une autre sur le téléphone. Ces empreintes ont été vérifiées dans les bases de données, mais aucune correspondance n'a été trouvée, laissant les enquêteurs sans indice clair. Sans preuves matérielles solides, la police a changé d'approche, cherchant à en savoir plus sur le couple, leur vie, leurs habitudes et leurs relations. Ils ont interrogé des amis, des membres de la famille, dans l'espoir de découvrir quelque chose qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. Le frère aîné de Mary, Ryan, a décrit Rick et Mary comme les personnes les plus douces qu'il ait jamais connues, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais vu un couple aussi proche et uni qu'eux. Malgré tous les efforts déployés, l'enquête est finalement revenue à son point de départ, sans réponse. Mary et Rick ont été enterrés ensemble, laissant derrière eux une famille et des amis en deuil et désemparés. Le frère de Rick, Bud, a décrit les funérailles comme un moment déchirant, où le chagrin était palpable. Le pasteur, quant à lui, a exprimé avec amertume l'idée que la mort de ce beau et heureux couple ne pouvait être l'œuvre de Dieu, mais bien celle du diable. Cette tragédie incompréhensible a marqué tous ceux qui les connaissaient, laissant une blessure profonde et des questions sans réponse. Les proches de Mary étaient dévastés par la perte brutale et inexplicable du couple, en particulier sa sœur aînée Cheryl et son frère Ryan. Leur cœur brisé, ils ont cherché des réponses, mais malgré leurs espoirs, l'enquête a continué à piétiner. Après les funérailles, la police a repris l'affaire sous différents angles, tentant désespérément de trouver une nouvelle piste. Mais aucune preuve solide ne venait confirmer les diverses théories avancées. Toutes les pistes s'éteignaient l'une après l'autre, plongeant l'enquête dans l'impasse. Un mois plus tard, le 24 décembre, un autre crime a choqué la communauté et ravivé les craintes. Deborah Winston a été retrouvée morte aux côtés de son mari dans leur cour arrière, tous deux la gorge tranchée. Des similitudes inquiétantes ont émergé entre ce double meurtre et celui de Rick et Mary. Aucune trace d'effraction, aucun vol apparent et l'absence de mobile clair. Mais ce qui a vraiment fait monter l'inquiétude dans l'opinion publique, c'est la proximité des deux familles, vivant à seulement 1 kilomètre l'une de l'autre. Cette découverte a soulevé l'hypothèse terrifiante qu'un tueur en série pourrait rôder dans les environs, ajoutant une pression immense sur les enquêteurs. Cependant, cette théorie a été rejetée tout comme les précédentes, car des différences notables entre les deux cas ont été découvertes. Rick et Mary avaient été tués d'une manière qui ressemblait à une exécution, presque comme un spectacle macabre, laissant penser à un meurtre délibéré et prémédité. En revanche, le meurtre des Winston semblait plus brutal, presque impulsif. Ces divergences ont compliqué encore davantage l'enquête, plongeant la communauté dans un état de peur et d'incertitude, tandis que les familles des victimes restaient dans l'attente désespérée de justice et de réponse. Une autre théorie a retenu l'attention des enquêteurs. Mary enquêtait sur des violations financières sur son lieu de travail, et il a été découvert que le dossier qu'elle avait ramené à la maison avait mystérieusement disparu après le crime. Cette piste a suscité de nombreuses spéculations et a laissé entrevoir la possibilité que Mary ait été ciblée en raison de ce qu'elle avait découvert. Les enquêteurs ont exploré cette hypothèse avec minutie,
cherchant des indices qui pourraient relier son travail à leur mort tragique. Mais malgré leurs efforts, cette piste a fini par s'épuiser, elle aussi. Les éléments concrets manquaient et les questions restaient sans réponse. Au fil du temps, cette théorie, comme les autres, a été abandonnée. La police, n'ayant plus de nouvelles pistes à explorer, a finalement classé l'affaire, laissant derrière elle un sentiment d'inachevé. Cependant, le meurtre de Rick et Mary n'a pas été oublié par la communauté. Leur tragédie a laissé une cicatrice profonde dans la société, marquant les esprits et suscitant une vague d'inquiétude et de tristesse. Les proches, amis et voisins continuaient de se rappeler ce jeune couple prometteur, arraché brutalement à la vie. L'ombre de leur meurtre planait toujours, et les questions sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là persistaient, maintenues vivantes par ceux qui espéraient encore que la vérité finirait par émerger. En 2007, 20 ans après le meurtre brutal de Rick et Mary, un groupe d'enquêteurs déterminés a mis en place une unité des affaires non résolues au sein du département du shérif du comté d'Ottawa. Cette unité était dirigée par les détectives Venus Rapper et David Blakely, qui ont décidé de se concentrer sur l'affaire Brink, parmi d'autres dossiers laissés sans réponse. Malgré l'ancienneté des documents, Venus et David ont réussi à reconstituer les notes clés et ont entrepris de revisiter cette affaire avec un regard neuf. En plongeant dans les détails de l'enquête, ils ont remarqué certains éléments intéressants et une régularité troublante. En interrogeant à nouveau les amis et les membres de la famille de Mary et Rick, un nom revenait sans cesse, celui du frère aîné de Mary, Ryan. Les souvenirs des proches évoquaient des propos et des comportements étranges de la part de Ryan lors des réunions familiales. Ryan parlait parfois de façon déconcertante, affirmant par exemple qu'il pouvait imaginer avec une précision effrayante la scène du meurtre de sa sœur, décrivant même avoir vu quelque chose se diriger vers la chambre de Mary. Sa sœur, Cheryl, se souvenait d'une réflexion troublante qu'il avait partagée un jour. « Vous savez, parfois je me demande si j'aurais pu faire ça. » De plus, Ryan avait avoué à une autre de ses sœurs, Lynn, qu'il ressentait le besoin de s'excuser auprès de Mary, car il avait l'impression de l'avoir violée. Ces déclarations étranges et inquiétantes mettaient Ryan en contradiction directe avec l'enquête initiale, où il avait été exclu des suspects en raison d'un alibi solide fourni par sa petite amie de l'époque, Pam. Elle avait affirmé qu'ils étaient ensemble en train de faire la lessive chez un ami la nuit du meurtre, un récit qui correspondait à celui de Ryan et qui semblait à l'époque irréfutable. Cependant, en réexaminant les rapports, les détectives Venus et David ont remarqué une incohérence majeure. Les déclarations de Pam ne correspondaient pas aux résultats du polygraphe effectué à l'époque. Lorsqu'on avait demandé à Pam si elle était réellement avec Ryan la nuit du meurtre, elle avait répondu « non », et le polygraphe n'avait détecté aucun signe de tromperie. Cette découverte a immédiatement placé Pam dans le viseur des nouveaux enquêteurs, éveillant des soupçons longtemps restés enfouis. Décidés à en savoir plus, Venus et David ont rendu visite à Pam dans la caravane où elle vivait désormais avec Ryan et leurs 3 enfants. À ce moment-là, Pam et Ryan étaient mariés depuis 23 ans. Leur visite allait peut-être enfin lever le voile sur ce mystère qui hantait la communauté depuis 2 décennies et éclaircir le rôle de Ryan dans cette tragédie. Pam avait rencontré Ryan en 1987, alors qu'elle était mère célibataire d'un fils de 6 mois, issu d'une relation précédente. En 1989, Ryan et Pam se sont mariés et ont depuis construit une vie ensemble. Lorsqu'ils sont arrivés à la caravane de Ryan et Pam, les détectives ont été accueillis par Ryan lui-même. Depuis son mariage avec Pam, Ryan s'était révélé être un mari exemplaire, s'occupant de l'éducation de leurs enfants et leur enseignant à domicile. Lors de cette visite, Ryan a expliqué que Pam n'était pas à la maison, obligeant les enquêteurs à fixer un rendez-vous ultérieur au bureau du shérif pour l'interroger. La date a été fixée et le jour convenu, Ryan a accompagné Pam au poste de police. Cependant, lorsqu'il a insisté pour assister à l'entretien, les enquêteurs ont fermement expliqué que Pam devait être interrogée en privé. Au cours de l'entretien, Pam a raconté la même version que celle donnée des années auparavant, confirmant l'alibi pour elle-même et pour Ryan. Malgré cela, les détectives Venus et David avaient le sentiment persistant que quelque chose clochait et ils n'étaient pas prêts à abandonner. Ils ont décidé de creuser plus profondément dans le passé de ce couple, cherchant à comprendre la dynamique de leur relation et les secrets qu'ils pouvaient cacher.
En explorant les antécédents de Ryan et Pam, les détectives ont découvert que Ryan n'avait pas toujours été fidèle à Pam. À l'époque de leur rencontre, Ryan entretenait également une relation avec une autre femme, Crystal, avec qui il avait été impliqué pendant 4 ans. Leur relation avait été tumultueuse, marquée par des ruptures et des réconciliations successives. Crystal avait finalement mis fin à leur relation lorsqu'elle avait réalisé que Ryan était sérieux avec Pam, mais leur amitié n'avait jamais complètement cessé. Les détectives ont retrouvé Crystal et l'ont invitée au poste de police pour un entretien. Elle a accepté volontiers l'invitation et bien que l'interrogatoire se soit déroulé sans incident apparent, Crystal a fini par révéler un secret qui a bouleversé l'affaire. Elle a confié que Ryan lui avait un jour avoué avoir entretenu des relations incestueuses avec Mary lorsqu'ils étaient plus jeunes. Quelques jours après le meurtre, Ryan et Crystal avaient pris la voiture ensemble, et Ryan avait insisté pour passer devant le lieu du crime. Crystal, mal à l'aise, avait refusé de s'y rendre, et ils avaient fini par se rendre dans un parc voisin. C'est là que Ryan avait ressenti le besoin de se confier. Au parc, Ryan avait dit à Crystal qu'il devait soulager son cœur en lui révélant un terrible secret. Il lui avait parlé des relations sexuelles qui avaient eu lieu entre lui et Mary, insistant sur le fait que toutes leurs relations étaient consenties, sauf la dernière. Ryan avait raconté qu'une fois, dans la cour arrière, il avait fait des avances à Mary, mais celle-ci les avait refusées. Malgré ce refus, Ryan l'avait contrainte, allant à l'encontre de sa volonté. Ils avaient eu une relation anale vite fait et Mary avait aimé ça. Ryan avait également montré à Crystal des photos de Mary en bikini et de Rick, avouant qu'il ne pouvait pas détacher les yeux de Mary, qu'il désirait ardemment. Ryan était follement amoureux de sa sœur. Il semblait que seul Ryan connaissait l'étendue de ses sentiments inappropriés pour sa sœur. Un jour, Rick avait surpris Ryan en train de regarder fixement Mary, et bien que Rick n'ait rien dit à ce moment-là, Crystal se demandait si Rick n'avait pas commencé à avoir des soupçons. Cette confession de Crystal a permis aux détectives de considérer l'affaire sous un nouvel angle, mais ces révélations n'étaient pas suffisantes pour conclure l'enquête. Les détectives devaient aller encore plus loin et pour cela, ils avaient besoin de parler à Pam. Lorsque Ryan et Pam sont arrivés au poste de police, convaincre Ryan de coopérer et de permettre aux enquêteurs de parler en privé avec Pam s'est révélé extrêmement difficile. Après une longue insistance, Ryan a finalement cédé, et l'interrogatoire de Pam a pu commencer, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes dans ce mystère qui semblait enfin se dénouer. Lorsque Pam a été interrogée par les détectives, elle a avoué avoir menti sur l'alibi de Ryan. Elle a expliqué qu'elle était bien avec Ryan à faire la lessive cette nuit-là, mais qu'il était parti pendant quelques heures avant de revenir. À son retour, ils avaient eu une relation intime, puis Ryan était reparti. Pam a révélé que Ryan lui avait demandé de lui fournir un alibi, la menaçant de mort si elle ne le faisait pas. Ces menaces avaient été répétées au fil des ans, plongeant Pam dans la peur de parler à qui que ce soit, jusqu'à ce jour fatidique de l'interrogatoire. Malgré ses aveux concernant le mensonge sur l'alibi, Pam continuait de nier que Ryan ait pu être impliqué dans les meurtres ou dans des relations incestueuses avec Mary. Elle restait convaincue de l'innocence de son mari. Après avoir interrogé Pam, les détectives se sont tournés vers Ryan. Lors de son interrogatoire, le détective David a abordé le sujet sensible de sa relation avec Mary. Ryan a d'abord feint l'incompréhension, mais David a insisté, mentionnant explicitement les relations sexuelles. Face à cette pression, Ryan a finalement admis que les relations avec Mary étaient, selon lui, consenties. Mais les détectives n'étaient pas convaincus de la véracité de ses propos. Bien qu'ils aient obtenu cet aveu, les détectives n'avaient pas suffisamment de preuves pour arrêter Ryan, et il a été libéré. Au cours des jours suivants, le comportement de Ryan est devenu de plus en plus erratique. Il alternait entre appels téléphoniques où il insultait les détectives et d'autres où il les félicitait, rendant son comportement imprévisible et instable. Cependant, cela ne constituait toujours pas une base légale pour l'inculper de meurtre. Ryan continuait de bloquer les tentatives des détectives pour contacter Pam, compliquant ainsi l'enquête. Les détectives, persévérants et déterminés, savaient qu'ils devaient continuer à creuser. Ce n'est qu'en janvier 2013, 6 ans après la réouverture de l'enquête, que Venus et David ont enfin réussi à rencontrer Pam sur son lieu de travail. Rongés par un profond sentiment de culpabilité
et épuisée par les années de silence, Pam a accepté de parler. Le 13 janvier 2013, la vérité a enfin éclaté lors de son interrogatoire au département du shérif. Pam a révélé les détails cachés depuis longtemps. En 1987, alors qu'elle était une mère célibataire, elle avait commencé à fréquenter Ryan seulement quelques mois avant les meurtres de Rick et Mary. Pam a commencé son récit en confirmant ses déclarations antérieures, mais cette fois, son histoire a pris un tournant dramatique. Elle a admis que la nuit des meurtres, Ryan était parti pendant plusieurs heures avant de revenir brièvement, puis de repartir à nouveau. Le dimanche matin suivant, Ryan est arrivé chez Pam, visiblement bouleversé, tambourinant à sa porte et criant qu'il devait parler. Lorsqu'elle l'a laissé entrer, Ryan a confessé qu'il avait tué Rick et Mary. Ryan a expliqué qu'une dispute familiale avait dégénéré en une altercation mortelle, en grande partie à cause d'un problème lié à leurs parents. Ceux-ci avaient vendu leur maison et vivaient désormais dans une caravane avec les plus jeunes frères et sœurs de Ryan. Ryan avait demandé à Rick et Mary de permettre à ses parents de garer la caravane sur l'allée près de leur maison, mais Mary avait refusé. Elle ne souhaitait pas que ses deux jeunes frères, souvent impliqués dans des ennuis, vivent si près de sa nouvelle maison. Ryan, frustré par ce refus, avait quitté les lieux mais était revenu en raison d'un problème de voiture. Rick était sorti pour l'aider, se rendant à son véhicule tout-terrain pour y chercher des outils. Alors qu'il ouvrait la porte et se penchait, Ryan avait tiré 2 fois dans sa tête, tuant Rick sur le coup. Ensuite, Ryan était entré dans la maison, avait pénétré dans la chambre de Mary et l'avait abattue de 3 balles pendant qu'elle était encore dans son lit. Pam, bouleversée par cet aveu, avait d'abord demandé à Ryan de partir, mais l'amour qu'elle lui portait l'avait poussé à le revoir. Ryan avait su la convaincre, lui promettant un futur ensemble et persuadant Pam de déménager avec son enfant chez lui. Pam, sous l'influence de Ryan et toujours amoureuse, avait accepté. Cette confession de Pam a ouvert un nouveau chapitre dans l'enquête, permettant enfin aux détectives de reconstituer le déroulement tragique des événements. La réalité s'est avérée encore plus terrible que ce que Pam avait d'abord révélé. La nuit des meurtres, Ryan avait emmené Pam chez Mary et s'était garé discrètement pour ne pas être remarqué. Il l'avait conduite à la voiture de Rick et en regardant à l'intérieur, Pam avait aperçu le corps de Rick allongé sur le siège avant, abattu. Ryan, sans lui laisser le temps de réagir, l'avait saisi par le poignet et traîné à l'intérieur de la maison, puis dans le couloir. Dans la chambre principale, Mary était morte, allongée comme si elle dormait paisiblement. Ryan avait soulevé un oreiller ensanglanté et l'avait placé sur le visage de Mary, déclarant avec un sourire glaçant « N'est-elle pas magnifique ?» Il s'était ensuite tourné vers Pam, la menaçant « Si tu te tournes vers la police ou si tu racontes ce que j'ai fait, cela peut t'arriver aussi. » Terrifiée, Pam avait couru hors de la maison, mais malgré l'horreur de ce qu'elle venait de voir, elle était restée chez Ryan cette nuit-là. Le lendemain matin, ils avaient repris leur vie comme si de rien n'était, cachant leurs secrets macabres sous une façade de normalité. Lorsque Pam avait finalement insisté pour comprendre pourquoi Ryan avait tué Rick et Mary, il avait fini par lui avouer qu'il avait eu des relations sexuelles avec Mary lorsqu'ils étaient plus jeunes et qu'il craignait que Rick ne le sache déjà ou ne l'apprenne avec le temps. Il avait aussi admis qu'il jalousait profondément le succès de Rick et Mary. Contrairement à eux, Ryan n'avait pas réussi dans la vie. Il vivait en vendant de petites quantités de substances illicites et après son mariage avec Pam, elle était devenue le seul soutien de famille, tandis que Ryan restait à la maison pour élever et éduquer leurs enfants. L'envie le consumait à chaque fois qu'il voyait Mary heureuse avec un autre homme, dans une maison qui incarnait tout ce qu'il désirait. Grâce aux aveux de Pam, les détectives ont finalement pu résoudre le mystère du meurtre des Brink, menant à l'arrestation de Ryan. Malgré son arrestation, Ryan a nié avoir tué Rick et Mary, admettant seulement avoir eu des relations incestueuses avec sa sœur avant son mariage. Pour la famille Brink, la conclusion de l'enquête a suscité des sentiments mitigés. Certains, soulagés de voir l'affaire enfin résolue, avaient du mal à accepter l'implication de Ryan dans les meurtres. Dorothea, la mère de Ryan et Mary, a refusé de croire à la culpabilité de son fils jusqu'à sa mort en 2021, à l'âge de 90 ans. Lors de la perquisition de la maison de Ryan, aucune arme du crime ni aucun vêtement incriminant n'ont été trouvés, ce qui n'était pas surprenant après tant d'années. Les empreintes digitales sur les lieux du crime ne correspondaient pas non plus à celles de Ryan,
Mais malgré l'absence de preuves matérielles directes, le mobile était suffisamment solide pour l'inculper de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le procès de Ryan a débuté en mars 2014 au tribunal de district d'Ottawa. L'accusation a soutenu que Ryan, poussé par la jalousie et la peur que Marie révèle leur relation incestueuse, avait délibérément tué le couple. 60 témoins ont déposé contre lui, mais ce sont les témoignages de Pam qui ont scellé son sort. Lorsque Pam a pris la parole, Ryan a perdu son sang-froid, insultant sa femme en plein tribunal, ce qui a conduit à son expulsion temporaire de la salle d'audience. Pam a raconté son mariage malheureux avec Ryan et la nuit où il l'avait emmené voir les corps de Rick et Marie. Un codétenu de Ryan a également témoigné que Ryan se vantait des meurtres en prison et exprimait même son désir de tuer une autre de ses sœurs, Cheryl, pour avoir aidé la police. Ryan, lorsqu'il a pris la parole, s'est montré incohérent et délirant. Il affirmait que les autorités complotaient contre lui pour faire de lui un bouc émissaire et prétendait que la police avait manipulé Pam pour qu'elle donne de faux témoignages. Le 28 mars 2014, les jurés ont rendu leur verdict. Ryan a été reconnu coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre. À l'annonce du verdict, Ryan a explosé, débordant de propos incohérents pendant 1 heure, obligeant le juge à le menacer de lui imposer un bâillon s'il ne se calmait pas. Ryan a été condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Après le procès, Cheryl, l'une des sœurs de Ryan, a exprimé ses sentiments complexes en déclarant qu'elle avait aimé son frère toute sa vie, mais qu'elle détestait l'homme qu'il était devenu. Pam, après avoir témoigné contre Ryan, a divorcé de lui. Ryan a perdu tous ses appels et reste derrière les barreaux à ce jour, laissant derrière lui une famille divisée par la douleur et le choc de ses actions. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.